23 août 1968. Un 6e régiment a franchi les barbelés. Les bâtiments sont en flammes. Le centre d'opération est englouti par le feu. 40 défenseurs sont piégés dans un blocos sous l'enfer. Les munitions s'épuisent. Encerclés sur 3 côtés, ils tiennent depuis le coucher du soleil. Le périmètre s'est effondré. Il n'y a aucune issue. Puis le vrombissement de 2 moteurs radio au-dessus. Pas le sifflement aigu d'un fantôme. Quelque chose de plus vieux, de plus lent. Un bruit suit, que personne au sol n'a jamais entendu auparavant. Pas des coups de feu individuels, un grondement continu. Une scie circulaire déchirant la canopée de la jungle. Une cartouche sur 5 rougeois dans le noir. Des traceurs tombent de l'appareil en orbite, comme un fleuve de flammes se courbant dans l'obscurité. Le sol de la jungle explose. L'assaut s'arrête. L'ennemi avait un mot pour désigner ce qui tournoyait au-dessus de lui. Il l'appelait le dragon. Le Vietnam était une guerre qui se combattait après la tombée de la nuit. Le Viet-Cong possédait la nuit. Il s'y déplaçait, y frappait, s'y fondait à nouveau avant que la puissance aérienne américaine puisse répondre. Des camps de forces spéciales isolés, des villages dispersés, des avant-postes taillés dans une jungle hostile, tous exposés dès que le soleil disparaissait. La puissance aérienne américaine de 1964 était conçue pour le jour. Des jets rapides, des passes uniques. Les Skyraiders et les Fessen Super Sabres pouvaient délivrer des frappes écrasantes, mais ne pouvaient pas s'attarder. Une passe, peu, être 2, et le carburant les renvoyait à la base. Les guérilleros comprirent cela très vite, attendre que le jet parte, puis reprendre l'attaque. L'armée de l'air expérimenta des avions largueurs de fusées éclairantes, des 47 bourrés de cartouches illuminantes. Ils tournaient au-dessus d'une position assiégée en larguant des fusées au magnésium qui transformaient l'obscurité en plein jour. 2 millions de bougies chacune. Les défenseurs pouvaient repérer l'ennemi se rassemblant à la lisière des arbres, se préparant à couper les barbelés. Mais l'avion éclaireur pouvait seulement illuminer le champ de bataille. Il ne pouvait pas se battre. Le Viet-Cong s'adapta. Quand des fusées éclataient au-dessus, il se figeait simplement, attendait, regardait les parachutes dériver et s'éteindre. Quand le 47 épuisait ses réserves et mettait le cap vers la base, l'assaut reprenait. L'obscurité revenait, les hommes mouraient. Le capitaine Ronald W. Terry regardait tout cela se dérouler sous ses yeux. Terry était un pilote de chasse, F-4, 26 sabres et Fessen Super Sabre, affecté à la section des essais en vol de la base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio. Début 1964, il fut déployé en mission temporaire au Vietnam. Il effectua des missions d'observation à bord de 47 et de ses 123 largueurs de fusées éclairantes lors d'attaques nocturnes contre des camps de forces spéciales. Il regardait depuis la porte cargo tandis que les fusées illuminaient le périmètre en contrebas. Il repérait les éclairs des bouches à feu, les hommes sprintant entre les bâtiments en feu, l'ennemi se refermant sur les barbelés. Le 47 tournait au-dessus, larguant de la lumière pendant que les défenseurs se battaient seuls. Terry le formula ainsi plus tard. Les avions éclaireurs étaient efficaces pour l'illumination, mais totalement impuissants en tant qu'arme. Une nuit, un hameau fut attaqué. Le 47 se présenta, largua ses fusées et illumina l'assaut en cours. Les défenseurs avaient désormais une visibilité parfaite. Des soldats ennemis à découvert, exposés, vulnérables. Mais le seul aéronef au-dessus d'eux était l'avion éclaireur. Il ne portait aucune arme. Il ne pouvait qu'observer. Les fusées s'éteignirent. Le 47 rentra à la base. Le hameau fut submergé. Terry regagna Wright-Patterson à la mi, un 964 avec une question que personne n'avait résolue. Et si la lumière pouvait riposter? Le concept n'était pas nouveau. Il avait été testé, rejeté et enterré 3 fois distinctes sur 40 ans. En 1926, le premier lieutenant Fred Nelson installa une mitrailleuse de calibre 30 sur un biplan DH-4 à Kellyfield, au Texas. Il effectua un virage constant vers la gauche et tira sur des cibles au sol. La géométrie tenait. L'arme restait fixée sur un point unique en dessous pendant que l'avion tournoyait. La hiérarchie militaire assista à la démonstration et l'écarta d'un revers de main. Aucune valeur tactique. En 1942, le lieutenant Gilmore C. MacDonald proposa d'installer des armes à tir latéral sur des avions de patrouille pour la lutte anti-sous-marine. La marine passa son chemin. En 1961, MacDonald, devenu civil, rencontra Ralph E. Flexman de Bell Aerosystems à la base aérienne d'Eglin. Flexman saisit immédiatement ce que MacDonald décrivait. Un système d'armes que les militaires avaient refusé 2 fois, mais n'avaient jamais réellement réfuté. Flexman contacta le capitaine John C. Simons à Wright-Patterson. Simons obtint l'approbation pour un essai de démonstration de faisabilité. Ils baptisèrent l'opération Projet Tail Chaser. Ils montèrent des caméras sur un avion cargo C, 131B, tracèrent des réticules sur les hublots avec un crayon gras et effectuèrent des virages en pylône au-dessus d'un champ de tir.
Les caméras captèrent ce que les réticules suivaient. Quand les pellicules revinrent, la géométrie était parfaite. Un virage à 30 degrés à 220 km/h maintenait le flanc gauche de l'appareil pointé en permanence vers un point unique au sol, aussi longtemps que le pilote maintenait le virage. Simon effectua lui-même les sorties d'essai. Il confirma que ça fonctionnait. Puis le projet se refroidit. L'armée de l'air avait des priorités plus importantes. Ronald Terry rentra du Vietnam début 1964 et trouva Kyle Chaser enterré dans un classeur. Il étudia les rapports. Il vola aux côtés de Simmons. Il saisit immédiatement ce que tout le monde avait ignoré. Ce n'était plus de la théorie. Des hommes mouraient chaque nuit parce que l'aide ne pouvait pas rester au-dessus d'eux. Un avion éclaireur pouvait orbiter pendant des heures mais ne pouvait pas engager l'ennemi. Un chasseur pouvait engager l'ennemi mais ne pouvait pas orbiter. Terry avait vu ces deux limitations coûter des vies. Il regarda un 47, lent, sans armement, capable de voler toute la nuit, et l'imagina avec des canons. Terry était implacable. Il était aussi prêt à contourner les règles quand il avait besoin d'argent pour les essais d'armement. Il les factura sur sa carte American Express personnelle. Il fit appel au lieutenant Ralph Kimberlin, officier de projet pour le nouveau pod minigun GAU-2 A. La minigun représentait une avancée décisive. À entraînement électrique, 6 canons rotatifs, 6000 coups par minute. Elle ne bronchait pas face aux cartouches défectueuses. Une arme à fonctionnement par gaz nécessitait que chaque cartouche parte pour faire fonctionner le mécanisme. Une cartouche défectueuse signifiait un incident. Le moteur électrique de la minigun maintenait la rotation des canons quoi qu'il arrive. Une cartouche défectueuse, la rotation l'éjectait, l'expulsait et chargeait la suivante. L'arme continuait. Terry et Kimberlin conduisirent des essais de tir réels à la base aérienne d'Eglin à l'AMI, un 964. Ils montèrent 3 miniguns à l'intérieur d'un 47, 2 tirant par les fenêtres arrière, une à la porte cargo. Ils effectuèrent des virages en pylône et appuyèrent sur la détente. Les résultats furent remarquables. À 6000 coups par minute par arme, soit 18 000 au total, les coups individuels se fondaient en un hurlement continu. Une cartouche sur 5 était un traceur. Depuis le sol, le tir ressemblait à un flux rouge solide reliant l'avion à la terre. Mais ce flux visible ne représentait que 20% de ce qui descendait réellement, les 80% restants étant invisibles. Une rafale de 3 secondes des 3 armes couvrait une ellipse de 47 mètres au sol, une cartouche tous les 2 mètres 20. Dit autrement, une balle dans chaque mètre carré d'un terrain de football. En novembre 1964, Terry présenta le projet au général Curtis LeMay, chef d'état-major de l'armée de l'air. Plusieurs généraux 3 étoiles dans la salle s'opposèrent au projet. Une cellule vieillissante, une idée non éprouvée, des ressources mieux employées ailleurs. LeMay écouta les arguments de Terry. Il examina les images des essais, puis il rendit son verdict. Emmenez-les au Vietnam et essayez. Terry toucha le sol à la base aérienne de Bien Hoa le 2 décembre 1964. Des policiers militaires armés l'attendirent sur le tarmac avec des instructions pour le renvoyer chez lui. Le commandement local n'avait aucun intérêt, ni pour lui, ni pour ses appareils d'attaque expérimentaux. Le vice-chef d'état-major, le général McConnell, annula l'ordre. Le 11 décembre, le premier aéronef d'essai était prêt. Numéro de série 43 à 48 579. La cellule était plus vieille que la majeure partie de son équipage. Propulsée par 2 moteurs radio Pratt & Whitney Air1000 830 Twin Wasp, 895 chevaux chacun. Conçu dans les années 1930, l'aéronef avait effectué son premier vol le 17 décembre 1935, exactement 32 ans après l'envol des frères Wright à Kitty Hawk. Il portait désormais 3 miniguns et un viseur emprunté à un Known Skyraider. La technique de visée initiale de Terry était improvisée. Maintenir la cible entre le moyeu de l'hélice gauche et le dessus du capot moteur. Tir à l'estime à 900 mètres d'altitude. 15 décembre 1964. Premier essai de combat en journée. Les canons se comportèrent parfaitement. 23 décembre, première sortie nocturne. Le Dragon était sur le point d'ouvrir la gueule. 23 décembre 1964. Nuit Trangung, delta du Mekong. Un avant-poste de forces spéciales était sous assaut. La demande d'appui aérien fut émise à 23h45. Le FC-47, la désignation signifiait Fighter Cargo, avion de combat cargo, se présenta 37 minutes plus tard. L'équipage ouvrit le feu. L'un d'eux s'en souvint ainsi. On a commencé à tirer et ça m'a fichu une peur bleue. J'ai cru que les canons avaient explosé. Les flammes ne sortaient pas seulement des bouches, elles refoulaient à l'intérieur. Les miniguns à pleine cadence produisaient 100 coups par seconde. Le bruit n'était pas des détonations séparées. C'était un grondement continu, une scie circulaire déchirant la nuit. Des flammes jaillissaient des embrasures. Les douilles usagées se déversaient sur le plancher cargo. La cellule vibrait de partout.
Les traceurs apparaissaient comme un fleuve de flammes rouges tombant de l'appareil en cercle. L'assaut sur Trangung s'effondra. 4500 cartouches tirées, 17 fusées larguées. L'avant-poste survécut. Cette même nuit, un second appel arriva depuis Trung Hung à 30 km. Un autre assaut nocturne. Le FC-47 dérouta, se présenta et ouvrit le feu à nouveau. La seconde attaque se disloqua. Consommation totale de munitions pour la nuit, 9000 cartouches, 2 avant-postes sauvés. Entre le 15 et le 26 décembre, le FC-47 effectua 16 sorties de combat. Les 16 furent des succès, près de 180 000 cartouches tirées. Le concept que 3 généraux avaient combattu sauvait désormais des vies chaque nuit. 8 février 1965. Bongson, au plateau du centre. Un seul FC-47 fit des cercles au-dessus d'une position fortifiée Viet-Cong sur une colline pendant plus de 4 heures. L'appareil déversa 20 500 cartouches sur le site fortifié. Les forces terrestres recensèrent le lendemain matin environ 300 morts ennemis. Certaines sources indiquèrent 100 tués confirmés, avec 150 corps supplémentaires évacués dans la nuit. Le général Joseph Moore, commandant des opérations aériennes de l'USAF au Vietnam, regarda les images de Bongson et demanda immédiatement un escadron complet. La capacité n'était plus théorique. Le FC-47 pouvait rester toute la nuit. Il pouvait illuminer le champ de bataille et détruire l'ennemi en même temps. Il pouvait poser un feu soutenu et précis sur une position fixe aussi longtemps que ses munitions tenaient. Dotation de combat standard, 24 000 cartouches, 45 fusées éclairantes au magnésium Mark 24, autonomie de loitering, 5 à 7 heures, toute la nuit si nécessaire. 15 juillet 1966, province de Phuoc Long. Des forces Viet-Cong frappèrent un avant-poste de la République du Vietnam après la tombée de la nuit. Un haut-parleur de guérilla diffusa aux défenseurs « Nous n'avons pas peur de votre puissance de feu ». 4 AC, 47, la désignation était passée de FC à AC, attaque cargo, répondirent simultanément. 48 800 cartouches tirées avant que 2F, 100 arrivent avec du napalm, l'assaut s'arrêta. Ami à un 966, l'ennemi savait exactement ce qu'était Spooky. Les Américains l'avaient baptisé Spooky d'après son indicatif radio. Les Sud-Vietnamiens l'avaient appelé Puff de Magic Dragon, d'après une chanson populaire. Le Viet-Cong avait son propre terme. Il l'appelait le Dragon. Des documents capturés portaient des ordres permanents. Ne tirez pas sur l'A-47. Le raisonnement était tactique, pas superstitieux. À 900 mètres d'altitude, les armes légères étaient en grande partie inefficaces. Tirer sur l'appareil révélait votre position. Le Dragon répondrait. Mieux valait rester caché. Attendre qu'il parte et espérer qu'il ne vous ait pas repéré en premier. Certains ordres allaient plus loin. Ne pas engager le Dragon, car les armes sont dérisoires, et cela ne ferait qu'enrager le monstre. L'escadron de combat numéro 817 de l'armée de l'air vietnamienne adopta officiellement le titre Dragon de feu. 11 octobre 1966, province de Quang Ngai. Un seul Spooky défendit un avant-poste sous assaut soutenu. L'appareil consomma 43 500 cartouches, 96 fusées éclairantes larguées. Quand les munitions furent épuisées, l'équipage rentra à la base, se réapprovisionna et revint au combat en 30 minutes. Record de sortie unique pour le nombre de cartouches tirées. Le capitaine Ronald W. Terry effectua plus de 200 missions de combat sur AS-47. Il reçut 2 Distinguished Flying Cross. Il avait mené l'arme du concept au combat en moins d'1 an, finançant les premiers essais sur sa propre carte de crédit, surmontant les résistances institutionnelles et démontrant qu'un avion cargo des années 1930 pouvait devenir la plateforme d'appui rapprochée la plus redoutée au Vietnam. L'arme qui transforma l'obscurité, le plus vieil avantage de la guérilla, en terrain d'abattage. 24 février 1969, camp militaire de Long Binh, 3e corps d'armée, Spooky 71, numéro de série 43 à 49 1770. Le 3e escadron d'opérations spéciales effectuait une sortie de soutien de feu de routine. L'appareil était en virage en pylône, canon en action, fusée en cours de déploiement. Une nuit de plus au-dessus du Vietnam. Le maître de bord était l'aviateur de première classe John Lee Levito, né le 1 novembre 1945 à Hartford, Connecticut. C'était sa 181e sortie de combat. Le commandant Kenneth Carpenter était aux commandes. L'aviateur de première classe Ellis Owen était au canon. Le navigateur William Platt était à son poste. Le sergent Edward Fusey et le reste de l'équipage se trouvaient dans la soute. Levito venait d'armer une fusée éclairante au magnésium Mark 24 et l'avait passée à Owen. Owen la tenait dans sa main avec le doigt passé dans l'anneau de la goupille de sécurité, prêt à la larguer par la porte cargo ouverte. Un obus de mortier NVA de 82 mm frappa l'aile droite.
La déflagration explosa à l'intérieur de la structure de l'aile. Elle perça un trou de plus d'1 mètre de diamètre dans le revêtement en aluminium. Le fuselage fut criblé de plus de 3500 éclats. Le navigateur Platt dit ensuite que l'appareil était illuminé comme en plein jour. Les 5 membres d'équipage dans la soute furent projetés au sol par le souffle de l'explosion. La fusée armée fut arrachée des mains d'Owen. En quittant sa main, elle tira la goupille de sécurité. La fusée s'arma, le fumigène bascula en travers du plancher cargo. Tout autour, des caisses de munitions contenant 19 000 cartouches de 7,62 mm vives. En moins de 20 secondes, la fusée s'enflamma à plus de 2200 degrés Celsius. Elle percerait le plancher de l'appareil. Elle pouvait déclencher les munitions. Elle tuerait l'avion. L'appareil était en virage prononcé, en mauvais état, éclats partout. John Levitto portait plus de 40 blessures par éclat dans le dos et les jambes. Il avait une perte partielle de sensibilité dans la jambe droite. Il se remit péniblement debout. En premier, il tira un camarade blessé à l'écart de la porte cargo ouverte. Puis il repéra la fusée. Elle roulait frénétiquement dans l'allée, fumante, l'amorce en train de s'écouler. Levitto luttait contre l'angle de virage prononcé. Il perdait du sang. Il se jeta sur la fusée, la serra contre sa poitrine et commença à ramper vers l'arrière de l'appareil. L'angle de virage tentait de le ramener vers les munitions. L'avion tremblait, perforé, répondant à peine aux commandes. Levitto continua à ramper. Il atteignit la porte cargo. Il balança la fusée dans l'obscurité. Elle s'enflamma à l'instant où elle quitta l'appareil. Un soleil de magnésium explosant dans la nuit en contrebas. Le commandant Carpenter reprit le contrôle du Spooky en mauvais état. Il atterrit sans encombre à Bien-Hoa. Chaque membre d'équipage survécut. Levitto décrivit le souffle de l'obus de mortier comme l'impression de recevoir un coup de madrier. Il fut évacué pour soigner plus de 40 blessures par éclat. Il se rétablit. Il retourna au Vietnam pour un second séjour et effectua 20 missions de plus. 14 mai 1970, jour des forces armées. Le président Richard M. Nixon remit à John Levitto la médaille d'honneur à la Maison-Blanche. Levitto devint ainsi le militaire de rang le plus bas et le premier membre sous-officier de l'armée de l'air américaine à recevoir la plus haute distinction militaire nationale. La citation de la médaille ne rendit pas compte de ce qui s'était déroulé en quelques secondes sur le plancher cargo. Elle ne le pouvait pas. La géométrie de la situation, le virage prononcé, la fusée qui roulait, le compte à rebours, les munitions, le choix de la saisir au lieu de plonger à l'écart, ce n'était pas de la témérité. C'était la même logique qui avait créé l'arme elle-même. Le problème était insoluble jusqu'à ce que quelqu'un le résolve. L'adjudant-chef de l'armée de l'air, Jim Finch, déclara ceci quand Levitto s'éteignit le 8 novembre 2000. John Levitto fait partie depuis des années du tissu du patrimoine des sous-officiers. Par ses efforts héroïques, il fut l'incarnation de notre valeur fondamentale, le service avant soi. Son nom est devenu synonyme d'excellence. La plus haute distinction de l'armée de l'air dans le cadre de la formation militaire professionnelle des sous-officiers porte son nom, le prix John L. Levitto. L'ACDIC 7 Globemaster 3, numéro de série 96 à 00005, fut baptisé l'esprit du sergent John L. Levitto. Son nom est prononcé à chaque remise de diplôme de formation militaire professionnelle. Plus de 19 000 futurs sous-officiers supérieurs, et ce n'est pas fini. L'A-47 était lent, vitesse maximale 370 km/h, vitesse d'attaque 220 km/h. Une cellule de la Seconde Guerre mondiale dans un conflit moderne. Il opérait bas, à 900 mètres au-dessus du sol, à portée des mitrailleuses lourdes, des mortiers et de l'artillerie anti-aérienne légère. L'appareil ne portait ni blindage, ni réservoir auto-obturant. Un impact direct signifiait l'incendie, la rupture de la structure ou les deux. En août 1966, le 4e escadron de commando de l'air fut contraint de cesser ses opérations au-dessus du Laos après avoir perdu 6 appareils sous le feu anti-aérien concentré des forces nord-vietnamiennes. La piste Ho Chi Minh était gardée par des batteries de 37 mm et 57 mm guidées par radar. L'A-47 ne pouvait pas survivre dans cet environnement. 19 A-47 furent perdus pendant la guerre, 12 au combat, 86 membres d'équipage tués. 9 mars 1966, bataille de Ha Cho. Le camp des forces spéciales de Ha Cho, dans le coin nord-ouest du Sud-Vietnam, était sous assaut de 2000 réguliers nord-vietnamiens. Un plafond nuageux à 120 mètres contraignait les appareils sous la hauteur des arbres. Spooky 7, numéro de série 44 à 76 290, répondit à l'appel. Pilote, capitaine Willard M. Collins. Copilote, premier lieutenant Delbert R. Peterson. Première passe. Les miniguns taillèrent en pièces les positions ennemies à découvert. Les Nord-Vietnamiens n'avaient pas anticipé le Dragon à cette altitude dans ces conditions. Deuxième passe.
Des tirs coordonnés de mitrailleuses de calibre 12, 7 mm depuis plusieurs positions mirent les deux moteurs hors de combat. Collins posa l'appareil en catastrophe sur un flanc de montagne. Le sergent-chef Robert Foster avait les deux jambes brisées. Collins et Peterson auraient pu être évacués immédiatement. Ils restèrent pour protéger Foster plutôt que de l'abandonner. L'ennemi frappa le lieu du crash en moins de 15 minutes. Collins et Foster furent tués dans les premiers instants de l'assaut. Peterson chargea une position de mitrailleuse ennemie pour couvrir l'extraction en hélicoptère des survivants Brown, Turner et Meek. Il fut vu pour la dernière fois vivant, rampant derrière les débris de l'appareil, blessé, tirant encore. Son corps ne fut jamais retrouvé. Collins et Peterson reçurent tous deux la Air Force Cross à titre posthume. Ce fut le seul cas dans l'histoire de l'armée de l'air où les deux pilotes d'un même appareil reçurent l'AFC. Ce fut également le seul AFC jamais décerné pour acte de bravoure à la fois en combat aérien et terrestre. La légende des appareils d'attaque veut qu'aucun avant-poste placé sous la protection d'un AS-47 ne soit jamais tombé aux mains de l'ennemi. Cette affirmation a survécu à la guerre. Elle peut être exacte, mais l'A-47 lui-même pouvait être abattu. Le Dragon pouvait être tué. 86 hommes en firent la preuve. L'A-47 effectua sa dernière sortie de combat au Vietnam en 1969. Il avait validé le concept. Tous les appareils d'attaque qui suivirent en descendirent directement. L'A-47 Spooky céda la place à l'AC. Un 9G Shadow, puis à l'AC, un 9K Stinger, puis à l'AC, un 3-0 à Spectre en 1968, plus gros, plus rapide, armé plus lourdement. La lignée continua avec l'AC, un 3-0H, l'AC, un 3-0U Spooky 2, l'AC, un 3-0W Stinger 2. Aujourd'hui, l'AC, un 3-0J Ghost Rider, en service au sein du commandement des opérations spéciales aériennes, fit ses premiers combats en juin 2019. Le virage en pylône reste la manœuvre fondamentale. 30 degrés d'inclinaison, canon sur le flanc gauche, visée continue sur un point fixe. La géométrie que Fred Nelson démontra en 1926 sur un biplan tient toujours sur un appareil d'attaque à turbopropulseur de 70 tonnes portant un obusier de 105 mm. La Colombie utilisa l'AC-47T Fantasma jusqu'au milieu des années 2000. Le concept de l'appareil d'attaque à tir latéral est resté opérationnel pendant plus de 50 ans. L'A-47 transforma la façon dont des positions isolées pouvaient être tenues. Il prouva que la capacité de loitering prolongée et la puissance de feu soutenue pouvaient remplacer la vitesse et la frappe unique. Il donna naissance à une catégorie entière, l'appareil d'appui rapproché de type gunship. Mais les hommes qui les pilotaient ne se souviennent pas de la doctrine. Ils se souviennent du son. Les soldats au sol se rappellent d'abord le ronronnement des moteurs radio, puis le grondement des canons, puis les traceurs, ce fleuve rouge reliant ciel et terre, courbant avec l'appareil en virage. Ils se souviennent du silence qui suivait les assauts qui s'arrêtaient et des aubes qu'ils vécurent. Une ancienne membre des clubs de service écrivit ceci des décennies plus tard. Elle avait servi avec la 3e brigade de la 100 une division aéroportée à Phu Bai en 1968. Une nuit, Charlie traversait le dépôt de véhicules et était sur le point de nous submerger. La situation était assez critique pour qu'on me remette un pistolet. Puis pouf est arrivé. C'était le plus beau spectacle que j'ai jamais vu. Tous ces traceurs rouges dans la nuit. Je vous aime profondément, vous tous les gars de Spooky, même si on n'a jamais su qui vous étiez. Merci, merci. La fraternité Spooky, l'association des gunships A-47, organise des réunions chaque mois de septembre. Plus de 100 commandos de l'air assistèrent à la dédicace du mémorial au Herbert Field Air Park le 9 septembre 2016. La plaque liste les 86 membres d'équipage tombés par leur nom. Le Commemorative Air Force Gulf Coast Wing exploite le seul A-47 confirmé encore en état de vol à ce jour, numéro de série 43 à 49 1297, peint aux couleurs du 4e escadron d'opérations spéciales. Code de queue EN086. Le 086 rend hommage aux 86 hommes qui ne sont jamais rentrés. Ils volent dans les meetings aériens. Le grondement de ces moteurs radio fait encore lever les yeux. 86 hommes s'élancèrent dans la nuit et ne rentrèrent jamais. Mais aucun avant-poste qu'ils gardèrent ne tomba jamais. Le Dragon tint sa parole.